Et si des Martiens atteignaient notre planète? Et si un rover de la planète rouge rapportait un organisme inconnu qui commencerait à se multiplier jusqu'à éradiquer toute vie sur Terre? Ce scénario, vous l'avez déjà rencontré d'innombrables fois dans les films ou au fil de vos lectures. Pourtant, la réalité s'avère exactement inverse. La menace, c'est nous. Les humains pourraient contaminer une autre planète et devenir les destructeurs de Mars. Pour éviter une telle issue, les nations ont instauré un accord international interdisant certaines actions envers notre voisine écarlate. Cela peut sembler relever de la pure science-fiction, pourtant c'est bien réel. Cet accord se nomme le Traité sur l'espace extra-atmosphérique. Il fut signé en 1967 par l'Union soviétique, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce traité stipule qu'aucun pays signataire ne peut revendiquer la souveraineté sur un corps céleste. Il comporte également d'autres règles essentielles, dont l'une encadre directement la recherche de vie extraterrestre. Certaines régions de Mars pourraient potentiellement abriter la vie. Toutefois, leur exploration est interdite par le traité sur l'espace. Cela peut paraître paradoxal. La quête de vie martienne constitue un objectif majeur de l'industrie spatiale. Comment expliquer alors que ces zones soient déclarées inaccessibles? La raison tient à la contamination. En explorant ces régions, nous pourrions introduire involontairement de la vie. Un micro-organisme minuscule mais extrêmement résistant pourrait voyager à bord d'un engin spatial, atteindre Mars et commencer à s'y reproduire. Les scientifiques ne craignent pas seulement que des bactéries terrestres détruisent une éventuelle vie martienne, mais aussi que ces deux formes de vie se mêlent au point de devenir indissociables. Et si, en définitive, ces bactéries provenaient à l'origine de la Terre elle-même? Imaginez la NASA investir des milliards afin de collecter des échantillons de sol martien dans une zone où la vie aurait été détectée. Le vaisseau spatial rapporte ces prélèvements sur Terre, où ils sont minutieusement analysés. Les chercheurs réalisent alors soudain que ces bactéries supposément martiennes sont en réalité les nôtres, introduites sur Mars une décennie plus tôt par un rover robotisé chargé de photographier la surface martienne. Sur Terre, nous connaissons des bactéries capables de survivre à des pressions extrêmes, à des températures très basses ou très élevées, ainsi qu'en absence d'oxygène. Pour de tels organismes, s'adapter aux conditions martiennes ne serait peut-être pas si difficile. Mais que se passerait-il s'ils évoluaient dans cet environnement? Et s'ils mutaient en prenant de nouvelles formes? Les chercheurs pourraient croire avoir découvert une véritable vie extraterrestre, alors qu'il ne s'agirait en réalité que de microbes terrestres ayant évolué sur Mars. Il existe aussi un risque que des micro-organismes martiens se mêlent à des bactéries terrestres, rendant toute séparation impossible. En résumé, explorer des zones où la vie pourrait exister risquerait de provoquer une confusion scientifique majeure. Et que se passerait-il si la contamination de Mars par la vie terrestre entraînait une propagation rapide? Quelle forme cette vie adopterait-elle dans des conditions totalement différentes de la Terre? Mars et la Lune peuvent être explorés, mais cela doit se faire avec une extrême prudence afin d'éviter toute pollution biologique. Et soyez rassurés. Le traité sur l'espace impose aussi de ne pas ramener sur Terre une vie martienne potentiellement dangereuse. Que sont exactement ces régions spéciales sur Mars? Ce sont des zones où les conditions pourraient permettre à des micro-organismes de survivre, c'est-à-dire des environnements chauds et humides. Mais voici le paradoxe. Nous ne connaissons actuellement aucun endroit sur Mars répondant à ces critères. Et même si de tels lieux existaient, nous ne pourrions pas y accéder. En pratique, cette loi n'a donc pas encore été réellement mise à l'épreuve. Cependant, les chercheurs évoquent aussi des régions incertaines, c'est-à-dire des zones susceptibles d'être classées comme régions spéciales après études complémentaires. Un exemple est celui écoulements sombres équatoriaux, ou RSL, des stries sombres et étroites apparaissant de manière saisonnière sur les pentes martiennes. Au départ, elles étaient interprétées comme des traces d'eau liquide. Mais des recherches ultérieures ont montré qu'il s'agit en réalité d'écoulements granulaires secs. Cela signifie-t-il qu'il n'y a aucune chance de découvrir de la vie sur Mars? Peut-être. Mais qu'en est-il des annonces affirmant que de l'eau y a été trouvée? Cela ne pourrait-il pas indiquer que la vie y existe? Oui, les chercheurs ont bien découvert de l'eau, et pas seulement de faibles quantités, mais d'immenses réservoirs comparables à des océans. Le problème, c'est qu'elle se situe entre 11 et 19 km sous la surface.
À titre de comparaison, le trou le plus profond sur Terre, le forage profond de Kola, atteint environ 12 km. Nous n'avons pas réussi à creuser davantage sur notre propre planète. Imaginez alors les ressources en temps, énergie, argent et technologie qu'exigerait un tel projet sur Mars. Pour l'instant, une mission de ce type relève plus de la science-fiction que d'une réalité envisageable. Mais supposons que nous découvrions un microbe sur Mars et que nous le ramenions sur Terre. Quel danger un organisme si minuscule pourrait-il représenter? Les récits de science-fiction offrent des réponses dramatiques, mais il existe aussi des exemples bien réels. Prenez le champignon appelé chytride. Cet organisme microscopique a décimé des populations de grenouilles, de salamandres et d'autres amphibiens à travers le monde. Et cette catastrophe biologique n'est pas restée sans conséquences pour nous. Le chytride n'est pas un organisme extraterrestre. Pourtant, son histoire illustre parfaitement les effets d'une contamination biologique, même limitée. Lorsqu'il infecte une grenouille, il provoque une maladie grave. Le champignon s'attaque à la peau de l'animal, perturbant sa capacité à réguler l'eau et les électrolytes, c'est-à-dire des sels et minéraux essentiels aux fonctions vitales. Lorsque ce système est altéré, cela entraîne une défaillance cardiaque. La grenouille meurt, tandis que le champignon continue de se multiplier et d'infecter d'autres organismes. L'épidémie a été détectée pour la première fois dans le nord-ouest du Costa Rica au début des années 1980, avant de se propager vers le sud et l'est jusqu'à atteindre le Panama dans les années 2000. Des recherches plus récentes indiquent que le chytride serait originaire d'Asie de l'Est et se serait diffusé à l'échelle mondiale via le commerce d'animaux de compagnie. La manière dont il a acquis la capacité de ravager les amphibiens dépasse le cadre présent. Ce qui importe ici, ce sont les conséquences, encore visibles aujourd'hui. En quelques décennies, cette épidémie a provoqué un déclin massif des amphibiens dans le monde, entraînant la disparition d'environ 90 espèces. L'impact a été particulièrement marqué au Costa Rica et au Panama, et la diminution des amphibiens a aussi entraîné celle des prédateurs qui s'en nourrissaient. Pourtant, ce n'était pas le problème principal. Souvenez-vous de ce que les grenouilles consomment. Elles se nourrissent de moustiques et d'autres insectes, si bien qu'après la pandémie de chytride, la population d'insectes a augmenté de manière spectaculaire. Réfléchissez maintenant à ce qui rend les moustiques dangereux. Certes, leurs piqûres démangent, mais certaines espèces transmettent des maladies graves, comme le paludisme. À mesure que les grenouilles disparaissaient, les cas de paludisme chez l'homme ont augmenté. Les études montrent que les taux d'infection ont commencé à croître environ 1 an après le déclin des amphibiens. Au cours des 3 années suivantes, le nombre de cas a continué de monter avant de se stabiliser. Environ 8 ans après le début de l'épidémie de chytride, les taux de paludisme ont commencé à diminuer et sont finalement revenus à leurs niveaux antérieurs. Cela signifie-t-il que les populations de grenouilles ont retrouvé leur équilibre initial? Hélas non. Les amphibiens restent fragilisés. Peut-être les humains ont-ils simplement renforcé leurs mesures de prévention contre le paludisme, ou d'autres animaux ont-ils commencé à se nourrir des moustiques? Quoi qu'il en soit, l'écosystème n'est jamais revenu à son état originel. C'est là tout le problème de la contamination biologique. Endommager une seule espèce perturbe l'ensemble du système. Comme dans une réaction en chaîne, les problèmes se propagent non d'un maillon à l'autre. Si un simple champignon a pu affecter la vie terrestre, ou l'humanité peut lutter contre les épidémies, imaginez ce qu'un microbe pourrait provoquer sur Mars. Même si la vie y existe, un seul organisme terrestre pourrait l'anéantir totalement. L'inverse est également possible. Un microbe martien pourrait engendrer de graves problèmes sur Terre. Imaginez un vaisseau revenant de Mars et se posant dans l'océan. Un microbe martien s'introduit dans l'eau et se fixe à un requin. Celui-ci commence à se transformer en une créature terrifiante et attaque d'autres animaux marins. Les poissons deviennent plus agressifs et attaquent tout ce qui bouge. La bactérie martienne se multiplie. Le poisson devient impropre à la consommation, la pêche subit des pertes. Et de nombreuses populations se retrouvent affamées faute de poissons. Les mammifères marins disparaissent et la situation se dégrade toujours davantage. Bon, ne soyons pas si dramatiques, mais vous saisissez l'idée.